Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'impact d'une équipe procurement. On va se mettre un peu dans la peau du CFO d'une boîte qui a bien grossi, qui a atteint une certaine taille, et on va essayer de lui donner des billes pour savoir quand est-ce que c'est le moment de faire son premier recrutement en procurement. On va construire une conversation où on va essayer de développer un framework d'analyse pour l'aider à prendre sa décision en fonction des problèmes, de maturité, de l'impact espéré. Et je peux pas imaginer de meilleure personne que vous deux, parce que Rémi, toi, t'as été la première recrue, t'as été cette première recrue-là chez Miracle. Et Kevin, toi, tu as rejoint en numéro 2 au sein de l'équipe procurement. Donc, vous êtes l'exemple même des questions que se posent ces personnes. Alors, je vais poser la question d'une façon très large. Quand est-ce qu'une société devrait faire son premier recrutement achat de votre point de vue? Rémi, je sais pas si tu veux commencer. Yes, bah, c'est une très bonne question et ce qui est marrant, c'est que notamment dans la tech et on est là aussi avec Kevin parce qu'on est spécialisé là-dedans. C'est une question que beaucoup d'entreprises se sont posées ces dernières années, notamment au moment où les levées de fonds étaient assez importantes sur le marché de la French Tech par exemple. Ça Et s'est bien donc calmé depuis. ouais, ça s'est calmé depuis, mais nous, au niveau achat, du coup, ça rend notre job encore plus important, donc c'est plutôt intéressant. Du coup, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en compte et qui peuvent inciter une entreprise à investir dans la création d'une fonction achat. Je dirais que ça peut être, par exemple, lorsqu'elle connaît une croissance significative et qu'elle dépasse un certain montant récurrent d'achat annuel. Et on parle généralement d'un seuil à fixer à peu près entre 15 et 18 millions d'euros. Donc si tu dépenses au-dessus de 15-18 millions d'euros, l'idée c'est d'avoir à minima un acheteur qui puisse s'occuper de ce scope. Ça peut être aussi une approche par les risques liés aux achats. Et les risques, ça peut être euh, typiquement la conformité, qualité, délai, éthique, les risques financiers, contractuels, etc. Et ça peut être aussi, par exemple, quand tu as un objectif à moyen long terme d'IPO, où tu as besoin évidemment de montrer patte blanche au marché. Très clair. Kevin, je ne sais pas si tu as une perspective différente. Ouais, bah, je rejoins ce que dit Rémi. Je pense que c'est très lié à la croissance de la boîte et du volume d'achat de la société, potentiellement sans contrôle approprié initialement. Donc ça fait sens de pouvoir avoir quelqu'un qui vienne contrôler tout ça et mettre son nez dans les dépenses à partir d'un certain volume. Je pense qu'il y a d'autres signaux financiers tels que la nécessité de réduire les coûts, d'optimiser des processus, d'améliorer la rentabilité de la boîte, par exemple. Et il y a d'autres signaux qui peuvent être autres que des signaux financiers, tels que des signaux opérationnels. Par exemple, dans le cas d'une boîte qui achète des produits et pas que des services, ça peut être le besoin d'améliorer la qualité, les délais, ce genre de choses. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que en fait, il y a les drivers principaux qui sont profitabilité, donc assez de croissance pour avoir assez de dépenses à optimiser, profitabilité. Le deuxième, c'est le risque. Et Rémi, tu parlais d'une IPO, mais je suis curieuse, Kevin, toi qui es dans une société qui est un établissement financier, est-ce que le risque, vous le regardez beaucoup plus tôt que dans un cadre IPO et si oui, comment? Ouais, bah, tout à fait, c'est le cas. On a on le gère avec une équipe compliance qui est dédiée justement à toute la fonction payment et qui gère ce sujet-là. Et ouais, il y a une grosse force de travail là-dessus. Et donc, ça peut amener ces besoins de cadre et de process un peu plus tôt dans la vie de la Ah, boîte tout à fait. que prévu.